merci. Et tout d'abord, merci d'avoir associé le Conseil supérieur du notariat et le notariat de métropole donc à ce colloque. Et je m'associe aussi aux félicitations que vous méritez tant pour la perspicacité, malgré vents et marées sanitaires contraires. Alors, il apparaît très clairement, d'après tout ce qu'on a pu lire et de toutes les rencontres qu'on a pu avoir avec les acteurs du foncier en Polynésie, que la grande majorité des litiges fonciers sont liés aux indivisions endémiques qui représentent, semble-t-il, un très grand pourcentage du foncier polynésien. Et puis c'est lié également aux difficultés de ces indivisaires pour sortir à l'amiable de l'indivision ou bien en organiser la gestion. Alors la comparaison entre la Polynésie et la métropole est frappante. Ici, le partage amiable est l'exception et en métropole, il est la règle. En métropole, les actes de partage rédigés par les notaires sont très largement majoritaires, les partages judiciaires n'intervenant qu'à défaut d'accord, alors que, semble-t-il, en Polynésie, c'est la situation inverse. Je crois avoir compris d'ailleurs qu'étonnamment, ici, les deux procédures sont souvent menées en parallèle. C'est-à-dire, on commence par la recherche d'un partage amiable, tout en commençant une procédure. Et la plupart du temps, malheureusement, ça débouche sur une procédure en fin de parcours, le partage amiable ayant échoué. Alors, je pense qu'il est intéressant de réfléchir aux raisons de ces différences. Sans parler, et il y a des spécialistes pour cela, des questions historiques, culturelles, anthropologiques, qui sont évidemment extrêmement importantes, il me semble qu'il y a une considération générale. En métropole, le recours au procès est toujours considéré comme un échec. Nous connaissons tous le dicton « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». En Polynésie, et ce n'est pas un jugement, mais simplement la citation d'une formule que j'ai lue dans les débats parlementaires à l'occasion des discussions de la loi de juillet 2019, il semble que le procès soit un sport national. Au-delà de ce constat, il me semble intéressant de se pencher sur des aspects plus techniques, d'abord d'ordre juridique général et d'autres liés aux pratiques professionnelles. Alors, plutôt que de redire ce qui a déjà été largement écrit, commenté, je n'évoquerai pas les raisons pour lesquelles les confrères locaux ne régularisent que très peu de partage amiable, mais je vais réfléchir plutôt aux raisons pour lesquelles les notaires de métropole en effectuent beaucoup. Alors, environnement juridique général. Je rappelle d'abord que le Code civil a pour l'une de ses caractéristiques principales de favoriser l'individualisation et la formalisation des droits individuels, notamment en matière de droit de propriété. Dès lors, très logiquement, l'indivision peut être considérée comme une anomalie. Dans notre droit, l'indivision est une situation qui est en principe destinée à être temporaire, transitoire, conséquence d'une succession ou bien d'un divorce d'ailleurs non encore partagé. Et elle apparaît toujours risquée puisque selon l'article 815 du Code civil, vous le savez, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. C'est donc très naturellement que le législateur essaie de limiter le recours au juge et de favoriser le choix du partage amiable. Toutes les réformes depuis des années vont dans ce sens, notamment la réforme issue de la loi du 23 juin 2006. Cela répond très clairement en métropole au souhait de la majorité des indivisaires qui demandent à leur notaire, et quelquefois l'exigent, de sortir au plus vite des indivisions. Il est clair que les indivisions polynésiennes qui résultent de l'accumulation de successions non réglées
sur plusieurs générations qui peuvent regrouper des dizaines, voire des centaines de co-indivisaires ne correspondent pas à ce schéma. Et paradoxalement, en Polynésie, me semble-t-il, l'indivision peut apparaître non comme un facteur d'insécurité juridique, mais comme une source de protection du patrimoine familial. Cela n'a toutefois pas empêché le législateur et de l'État et du pays de mettre en place en Polynésie un système destiné à faciliter les sorties d'indivision, notamment par la mise en place d'institutions spécialisées en matière foncière, dont il a déjà été parlé, et par la loi du 26 juillet 2009, simplifiant de façon importante les articles du Code civil relatifs à la sortie et à la gestion de l'indivision. Alors, cette approche va évidemment se répercuter dans l'activité du notaire. Il sera intéressant, mais c'est bien entendu trop tôt, d'étudier si la réforme, qui est limitée dans le temps, rappelons-le, jusqu'au 31 décembre 2028, aura permis aux notaires polynésiens de développer leur activité en matière de partage amiable. Ce que j'ai entendu hier ne me rend pas optimiste dans ce sens. Alors, je rappelle un principe très important, en tout cas en métropole, c'est que le notaire, il est officier public et il doit donc appliquer la loi même si elle lui déplaît. Et je rappellerai simplement des choses vécues chez nous il y a quelques années. Il y a un certain nombre de notaires, pour des raisons de conviction parfaitement respectables, étaient opposés à intervenir dans les déclarations de Pacs ou dans les contrats de mariage entre homosexuels. Eh bien, les réponses très précises de déontologie du Conseil supérieur du notariat a été de dire « on ne vous demande pas votre avis, c'est la loi, vous l'appliquez, vous ne pouvez pas refuser ». Et donc, je redis aussi que le notaire, je pense que c'est la même chose ici, a une obligation d'instrumenter quand il est requis. Il ne peut pas refuser lorsqu'on lui demande d'intervenir. Alors, quel est le rôle du notaire en matière de succession? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en métropole, le processus est très simple et il est très naturel. Le lendemain ou le surlendemain du décès, les héritiers vont voir le notaire et ils ouvrent la succession du défunt. Alors, évidemment, le premier rôle du notaire, c'est d'établir la dévolution successorale. C'est ce qu'on appelle dresser l'acte de notoriété, c'est-à-dire la liste des héritiers, les légataires, avec l'identité, l'existence ou non d'un testament, les liens de parenté, et définir leur quote-part dans le patrimoine du défunt. Et je rappelle qu'à ce titre, il peut, mais c'est rarement nécessaire, chez nous, se faire assister par un généalogiste qui fera les recherches, généalogiste successoral, qui fera les recherches nécessaires dans les successions complexes. Dans un deuxième temps, s'il y a des biens immobiliers dans le patrimoine, eh bien le notaire va établir une attestation de propriété immobilière qui va constater la transmission des biens immobiliers aux héritiers ou aux légataires. Et le notaire doit établir cet acte dans les 6 mois du décès. Et bien entendu, il a l'obligation de le publier, de le transcrire à la publicité foncière. Cet acte est essentiel car c'est lui qui va offrir à tout moment la possibilité de vérifier la chaîne de transmission de propriété des biens immobiliers, qui est, vous le comprenez bien, la meilleure garantie de la sécurité des mutations. Et il y a même une incitation issue non pas du Code civil, mais des règles de publicité foncière, c'est que lorsque le partage d'indivision intervient dans les 10 mois du décès, il est inutile de passer par l'étape de l'attestation immobilière après décès, ce qui économise des frais relativement importants. C'est une incitation. Le notaire ensuite, chez nous, ça c'est une différence puisqu'en Polynésie, il n'y a pour le moment, j'ai entendu dire qu'il y avait des projets dans les tiroirs. Il n'y a pour le moment pas de droit de succession, donc pas d'obligation de faire des déclarations de succession. En métropole, le notaire doit faire ses déclarations auprès des services fiscaux et payer les droits éventuels qui sont, vous le savez, très élevés chez nous. Et enfin, la plupart du temps,
Son intervention va se terminer par l'établissement de l'acte de partage de l'indivision, sauf si, mais il faut bien le dire, le recours à ce cadre est rare. Les héritiers souhaitent établir une convention d'indivision qui est prévue par les articles 1873, 1 à 18 du Code civil pour établir les droits et les devoirs de chacun dans les modalités de gestion de l'indivision, en attendant qu'ils trouvent un accord sur les modalités définitives du partage. Alors vous comprenez bien que les notaires de métropole ont beaucoup de facilité par rapport à leurs confrères polynésiens. Il est assez rare chez nous d'avoir à régler des successions millefeuilles, nécessitant un travail sur 5, 6, voire 7 générations, tant il est devenu habituel de les traiter dès le décès. Et puis, il est vrai aussi que les notaires de métropole bénéficient de tout l'appareil administratif qui est fiable depuis de nombreuses années, état civil qui ignore ce qui a été évoqué hier, les éventuels changements de nom dans le temps, un cadastre à jour, une publicité foncière performante avec fichiers réels et personnels, formalité unique, etc. Un autre avantage non négligeable est le maillage très efficace du territoire de l'Hexagone, qui, plus est, homogène et compact comparé à votre éparpillement géographique de 118 îles, qui en plus ont des différences culturelles et historiques entre elles. Alors notons, je le signale parce que vous n'êtes pas censé connaître ces modalités. Ce maillage en France métropolitaine a été renforcé au terme de ce qu'on appelle la loi croissance en 2015, qui a amené en 5 ans une hausse de 50% du nombre des offices notariaux. Malgré, il faut bien le dire, les réticences de la profession, car nul n'aime spontanément augmenter la concurrence à côté de chez lui. Mais j'ose poser une question qui n'est pas politiquement correcte. N'est-ce pas le malthusianisme excessif de notre profession qui a conduit les pouvoirs publics à procéder à ces créations d'études de façon autoritaire, certes selon des modalités discutables? À titre d'information, je vous signale que le nombre de notaires en métropole est aujourd'hui de 16 420, qui exercent dans 7 000 offices avec 57 000 collaborateurs, et cela représente, sur le plan national, un notaire pour 4 000 habitants. Leur moyenne d'âge est de 44 ans et les femmes représentent 54% des notaires en exercice, alors que lorsque je suis rentré dans la profession, il n'y en avait que 17%. Vous voyez qu'il y a une féminisation importante de la profession. Alors cette présence sur tout le territoire fait du notaire un juriste de proximité, souvent, il faut le dire, le seul professionnel du droit présent dans les zones rurales. J'évoque pour terminer une nouveauté, vraie révolution dans le cadre des règles de l'authenticité qui a été instaurée à l'occasion du Covid, d'ailleurs de l'épidémie, par un décret du 20 novembre 2020. Il est désormais possible d'établir une procuration notariée à distance sur support électronique, c'est-à-dire en dehors de la présence physique des parties. Et ce texte, alors limité pour le moment aux procurations, mais ça offre de très larges perspectives, puisqu'une procuration notariée peut être donnée pour de nombreux actes, et je pense que nos confrères polynésiens y trouveraient sans doute beaucoup d'avantages. Alors le rôle du notaire, j'en viens à ma deuxième partie, dans la gestion et la sortie de l'indivision. Premièrement, le notaire est conciliateur. Le notaire, en principe, connaît bien ses clients. Il est le notaire de leur famille et très souvent le confident depuis de longues années. C'est pourquoi il sera demandé, sur la base de cette confiance, dans les situations familiales apaisées, de proposer des solutions équilibrées de partage entre les indivisaires. C'est plus délicat, évidemment, dans les situations conflictuelles. Et je rappelle que le notaire s'engage personnellement en donnant la valeur d'un jugement définitif à l'acte qu'il reçoit pour constater la rencontre la volonté des parties. Alors, lorsque des antagonismes apparaissent dans les indivisions familiales, il va y avoir plusieurs options pour sortir du cadre de l'indivision.
La première démarche pour un indivisaire, c'est d'essayer de se séparer à l'amiable de sa quote-part de droits indivis, sur laquelle il est seul à pouvoir accomplir un acte de disposition, donc celui de vente. Cette vente va peut-être consentie à un autre indivisaire, donc je cède mes droits indivis à un autre indivisaire, ce qui facilite en principe la sortie de l'indivision puisque le bien reste dans la sphère familiale. Mais la vente peut être également faite au profit d'une personne étrangère à l'indivision, et dans ce cas-là, puisque c'est l'entrée d'un tiers dans le cadre familial, eh bien, les autres indivisaires bénéficieront d'un droit de préemption selon les règles de l'article 815-14 du Code civil. La deuxième solution de sortie de l'indivision, c'est une démarche collective des indivisaires qui vont se mettre d'accord pour céder ensemble la totalité des biens et des vies. Cette solution conduit à une issue globale qui était à l'origine soumise à la règle de l'unanimité des indivisaires, mais dont les modalités ont été assouplies en métropole comme en Polynésie française. Et la troisième solution, c'est le partage des biens indivis qui a pour avantage de conserver le patrimoine immobilier au sein du patrimoine familial, mais qui suppose que le patrimoine se prête à l'exercice du partage. Et donc, dans cette hypothèse, les indivisaires doivent se mettre d'accord préalablement sur la valeur des biens à partager pour opérer une répartition équitable entre eux, sachant, je le précise, que l'évaluation se fait au jour du partage. Et le partage consistera à affecter à chaque indivisaire un bien d'une valeur suffisante pour le couvrir de ses droits dans l'indivision, avec la possibilité, mais le sujet a été évoqué, les difficultés aussi liées à cette possibilité, la compensation des différences par le jeu des soulds. Alors quelquefois, ou souvent même, cette attribution des lots est difficile et les indivisaires ne s'entendent pas toujours à ce sujet. Le notaire peut alors proposer le tirage au sort. Donc vous imaginez donc le rappel de ces solutions, combien le rôle du notaire est important pour aider à trouver la meilleure solution. Je vais accélérer. Dans tous les textes des réformes, qu'ils soient nationaux ou relatifs à la Polynésie française, mettent le notaire au centre de la procédure. Et même si les modalités de la procédure diffèrent en métropole et en Polynésie, dans les deux cas, lorsqu'il y a volonté d'aliénation des biens indivis, ils doivent saisir un notaire et lui notifier leur intention. Ces textes visent donc l'hypothèse dans laquelle les indivisaires n'ont pu spontanément se mettre d'accord sur les conditions du partage. Le rôle du notaire va donc être essentiel dans ces cas de conflit, car il va lui appartenir d'informer les parties dans son rôle quotidien d'instituteur de la loi, mais aussi de les accompagner de façon impartiale. Le notaire n'impose pas de solution, il participe à l'élaboration intellectuelle de l'acte qu'il va dresser. Le professeur Pierre Catala, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, disait « Les missions du notaire partent du conseil, passent par la négociation pour aboutir à la conciliation, voire à la médiation. » On a donc une évolution très claire. Alors, il est fréquent dans un partage que le notaire découvre le conflit entre les indivisaires lors des discussions entre les parties. C'est alors que le notaire, qu'on appelle parfois le magistrat de l'amiable, va tenter de les concilier et trouver une solution à leurs problèmes. Et il saura prendre de la distance par rapport au conflit des personnes en tentant de les rapprocher. C'est donc la conciliation, un arrangement amiable auquel parviennent les parties avec l'aide du tiers de confiance qu'est le notaire. Il est possible d'y recourir même lorsqu'une procédure judiciaire a déjà été engagée. Et le juge peut désigner un tiers autre que le notaire pour tenter de concilier les indivisaires. Je rappelle l'existence de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière qui était existante avant la création du tribunal foncier en Polynésie. Il existe des cas dans lesquels, malgré les efforts de conciliation, le notaire ne parvient pas à mettre d'accord les indivisaires. Et il existe depuis quelques années dans le notariat de métropole une autre forme
de mode alternatif de règlement des conflits, c'est le recours à la médiation. La médiation est un mode, on vient d'en parler, un mode de résolution des conflits dans lequel les parties vont rechercher une solution à leurs différends à travers des échanges guidés par un médiateur tiers impartial. Je passe rapidement. Le notariat de métropole, et c'est intéressant, a compris qu'il devait offrir ce service de médiation et aider ainsi au désengorgement des tribunaux. Il existe aujourd'hui en métropole 18 centres de médiation notariale. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que 70% des dossiers confiés à ces centres de médiation ont été clôturés avec réussite, ce qui est extrêmement important. Et je voudrais, pour terminer avec la médiation, indiquer également quelque chose qui me semble très intéressant, c'est que depuis une ordonnance du 14 mars 2016, et dans le cadre de la création des médiateurs de la consommation, il a été créé en octobre 2016 un médiateur du notariat, qui est quelqu'un qui est nommé par le ministère de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur du notariat, mais qui est chargé de traiter les conflits qui opposent un notaire à un client. Et donc, c'est quelque chose de très nouveau. Et là aussi, à titre d'information, le médiateur du notariat, qui est maître Lefebvre, qui est un ancien notaire parisien, m'a indiqué que le taux de réussite en 2019 de ces interventions se montait à 75% de réussite. Alors, pour finir, je risque de dépasser un petit peu, mais c'est un point qui me semble important. Je voudrais évoquer quand même le problème de la prescription acquisitive et de l'usucapion. Alors, je rappelle que l'usucapion, j'ai vu qu'il y avait des questions posées d'ailleurs sur ce sujet. Je rappelle que l'usucapion est un moyen d'acquérir un droit réel, que ce soit un droit de propriété, une servitude, un usufruit, par l'exercice du droit prolongé pendant un certain temps, en principe 30 ans. Alors, nous pouvons dire d'une phrase lapidaire que le droit français permet de devenir propriétaire d'un bien immobilier sans l'avoir acheté, ni même sans en avoir hérité, mais après l'avoir occupé pendant 30 ans. Historiquement, et je crois que c'est important de le rappeler, l'usucapion a été instauré dans le Code civil, par les rédacteurs du Code civil, pour permettre à la sortie de la Révolution française la redistribution des terres qui appartenaient aux familles aristocrates à tous les citoyens. C'est l'origine de l'usucapion. Alors pour pouvoir invoquer l'usucapion, l'occupation doit répondre à certaines conditions, je pense que puisque ça a déjà été dit. Et si toutes les conditions sont remplies, le notaire peut alors intervenir et apporter un élément de preuve qui permettra à l'occupant de se défendre s'il y avait ultérieurement une revendication de propriété. C'est l'acte de notoriété acquisitive. Je précise aussi, parce qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs sur ce sujet, que c'est simplement l'acte de prescription acquisitive est simplement un mode de preuve de la possession qui est purement déclaratif, non constitutif. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acquisition de la propriété immobilière à partir de l'usucapion, je parle sous le contrôle du professeur Grimaldi, l'acquisition de la propriété immobilière, c'est un effet de la loi. C'est-à-dire qu'à partir de l'usucapion constaté, la loi transforme ce droit de possession en droit de propriété. Alors cet acte a une force juridique limitée, puisqu'il n'est valable que jusqu'à preuve contraire. Mais sa validité a été reconnue à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Alors, nous conseillons de faire publier, transcrire à la publicité foncière l'acte de notoriété acquisitive, bien que ça ne soit pas obligatoire, pour qu'il soit consolidé au bout d'une nouvelle période de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y aura 2 fois les 30 ans qui consolideront la propriété. Alors, dans beaucoup de territoires ultramarins, ici aussi, les textes sont venus de façon dérogatoire favoriser cette pratique en encadrant dans le temps la possibilité de contester la réalité de la possession. Alors, c'est une pratique essentielle qui existait, semble-t-il, en Polynésie avant l'entrée en vigueur du Code civil. Je suis incapable de prononcer le mot que j'ai trouvé, Aitau,
Ito, qui semble-t-il était l'équivalent d'une revendication du Jucapion. Et cette réticence en métropole est sans doute liée à la crainte des notaires que leur responsabilité soit engagée dans l'établissement de cette attestation de notoriété. Or, s'il doit être particulièrement prudent dans l'établissement des actes, le notaire doit être rassuré sur ce point puisque la Cour de cassation, non contredit depuis un arrêt de 2014, a considéré que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée que s'il disposait d'éléments de nature à faire douter des annonciations dont il a fait état. Donc, selon cet arrêt, le notaire n'est même pas obligé de procéder à la recherche des origines de propriété du bien qui ne sont pas susceptibles de contredire la possession attestée. Il est donc vraisemblable que l'usucapion garde de beaux jours devant elle. Alors voilà, j'ai tenté de vous exposer, et je m'excuse d'avoir dépassé mon temps, comment les notaires de métropole intervenaient ordinairement dans les procédures liées aux sorties d'indivision. C'est évidemment ce qui explique qu'en métropole, les partages amiables soient la règle et le partage judiciaire l'exception. Les confrères de Polynésie et les citoyens polynésiens connaissent des conditions différentes qui conduisent souvent à des blocages. Tant l'État que le pays sont très conscients de cette situation, ont depuis des années engagé réflexion et réformes pour faire face à ces problèmes. Mon intervention n'avait pour but que de présenter les méthodes utilisées en métropole, sachant que, comme l'avait indiqué mon confrère Del Grossi il y a quelques années dans un colloque, une bonne loi en France métropolitaine peut se révéler totalement inadaptée au contexte local. Mais compte tenu des avancées législatives intervenues depuis quelques années, ces méthodes peuvent constituer des pistes. Il est en tout cas essentiel, à mon avis, que les notaires réinvestissent les successions complexes en faisant comprendre aux héritiers que les réformes législatives, notamment le partage par souche, doivent permettre de débloquer des situations d'indivision anciennes. Mais certes, une loi ne suffit pas à changer les traditions, mais il appartient à tous de sensibiliser sur le terrain les populations à ces améliorations. Je vous remercie.